Allez, hmm, prenez place, détendez-vous. C'est parti. C'est parti pour l'une des les meilleures vidéos de l'année. Nous allons parler de la loi de l'identification. Euh, Identification, pour ceux qui connaissent la chaîne d'Ego, bon, la chaîne Ego, vous aurez peut-être l'impression que je vais parler de la même chose, et pas du tout. Il a abordé la question de façon plus subjective, où il y a une opposition, une confrontation d'opinion, une confrontation de pensée et tout. Il a essayé de montrer le paradoxe, le paradoxal derrière la chose, mais moi je vais aborder la question de façon plus objective. Voilà, même s'il y aura un peu de subjectivité, mais bon, ça peut arriver. Voilà, en tout cas, je suis dans le concret. Je ne veux pas apporter du chaos et du trouble dans les esprits. Prenons un exemple simple. Vous réveillez, vous réveillez un bon matin. C'est la routine du quotidien. Euh, fin, fin de la journée, vous êtes parti. Vous bronzez. En fin de journée, disons que vous êtes parti vous promener. Vous arrondez. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, je veux couper. Bon, prenons un exemple. Vous vous réveillez un bon matin et vous savez pas quoi faire. Et vous vous dites. Non, disons, vous vous réveillez un bon matin et vous vous dites, ben, c'est la routine, je dois aller au travail, faire tout ce qu'il faut faire dans la journée. Mais en fin de journée, vous rentrez en famille, vous mangez, vous êtes tout content. Le lendemain, le mardi, sinon mercredi, je ne sais pas, n'importe quel jour de la journée, de la semaine, n'importe quel autre jour de la semaine, ce sont les mêmes choses qui se produisent encore et encore. Et le lendemain, quelque chose de bizarre se produit. Vous oubliez complètement ce que vous avez vécu hier et vous vivez aujourd'hui, lendemain, ce lendemain-là comme si c'était hier. Et cela se produit tous les jours de votre vie. Vous avez une sorte de monotonie dans votre vie. Rien ne change dans votre vie, mais ça ne vous dérange pas. Pour vous, c'est exactement la même chose. On prend un autre exemple. Euh, la vie d'un PNJ. Je pense qu'il y a un film. Attendez, je vais vous montrer. Pas ça. Il y a un film. Un PNJ dans un rôle de protagoniste. Bon, je ne retrouve plus le film. Deadpool. Deadpool. Ok, attendez, c'est le même acteur qui avait joué Deadpool, lui, il a aussi joué un film comme ça. Attendez. Interprété par
Ok, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Juste ce film-ci, Free Guys. Pour les connaisseurs, vous savez que Free Guys, ça raconte l'histoire d'un PNJ qui au final sort du lot. Parce qu'à un moment donné, il se pose des questions. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je fais que les mêmes choses? Et pourquoi j'ai l'impression de ne pas progresser? Pourquoi à chaque fois que je veux changer les choses, je reviens au galop, je reviens à la case départ. 30 questions l'ont poussé à changer. Putain, le script est où? Fuck. Sérieux. Ok, j'étais juste là. Et on va prendre un dernier exemple. Ce phénomène dont on venait de parler est assez similaire à celui des Dofus dans Wakfu. Pour les connaisseurs, pour ceux qui savent ce que c'est que Wakfu, je vais vous aider. Wakfu, ouais. Donc Wakfu, c'est un animé qui raconte l'histoire de... Bon, au départ, on peut avoir l'impression qu'on parle de cette équipe-là, mais principalement, qui en parle principalement de celui-là, de Yugo et de son partenaire Iliatrop, non le dragon. Son partenaire, c'est qui attendez, il est où, il est où, partenaire de Yugo. Non, pas de Formule 1 Yugo. Dragon. Ok, oui. Adamai, justement. Donc nous allons revenir sur notre exemple. Vous voyez, dans l'univers de Wakfu, les deux fous sont des doublés constitués d'un héliatrope et d'un dragon. Dans notre équipe, nous avons l'héliatrope qui est Yugo et le dragon c'était Adamai. Bon. Et il y a quelque chose d'étrange qui se passe avec eux, c'est que ils ne meurent pas. Bon, pas au sens, pas comme les humains. Nous, on a une fin de vie et on ne revient pas, on n'a pas de renaissance directe. Par contre, eux, ils peuvent être tués aujourd'hui, ils peuvent subir des dommages qui vont arrêter leur vie actuelle, mais cela va pas les empêcher de continuer leur comment je peux appeler ça? Voilà, d'avoir une autre vie, d'avoir la même vie, mais d'une sorte de renaissance. Voilà, ils sont capables de renaître une fois qu'ils sont dans une critique, une situation de vie critique. C'est exactement ça les Dofus. Donc eux, à leur mort, ils retournent dans leur œuf, dans leur Dofus, pour le temps de se réincarner, d'avoir assez de force, assez d'énergie pour revenir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est qu'à chaque fois qu'ils meurent, ils ont la malchance d'oublier exactement tout ce qui se trouve dans leur tête, tout ce qui est de la mémoire, des capacités. Les capacités restent les mêmes, mais il faudrait qu'ils réapprennent une rééducation. Il faudrait qu'ils se refassent une fois de plus. C'est une sorte de malédiction. Donc,
À chaque renaissance, on pourrait parler d'une autre identité. Mais bon, là encore, je suis toujours vague sur le sujet. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, vous pourrez passer quelques clics sur YouTube, sinon Google, vous pourrez en savoir plus sur ces phénomènes-là. Alors, remarquez, soyez bien attentifs à ce que je venais de dire. Leur façon d'agir, leur façon de vivre dépend fortement de leur environnement. Aujourd'hui, s'il est né parmi les sauvages, il va se comporter comme un sauvage, et pourtant c'est toujours Hugo. Et si demain, s'il meurt et que demain il est ici parmi les aristocrates, il sera aristocrate, c'est comme ça. Et si il est, voilà, il est parmi les poltrons, il deviendra poltron. Même si il y aura une forme de d'identité profonde qui va émerger, mais il va avoir tendance à suivre ce que son environnement lui donne à faire. Donc de là, on peut conclure, ou bien on peut admettre que euh, l'identité des êtres humains, des êtres tout court, dépend énormément de leur environnement. Ce n'est pas- La conscience en soi n'intervient pas vraiment, c'est plutôt une forme d'adaptation, une forme de mise en condition. Donc il n'y a pas à réfléchir, à dire que non, je suis qui je suis, je devrais être comme ceci par rapport à ça. Non, c'est tout simplement ce qui nous arrive et on l'accepte. C'est justement ça la beauté de l'identification. Ils ne peuvent pas facilement être, ils peuvent justement être manipulés avec beaucoup de facilité. De ce fait, vous voyez, dans l'histoire, ils ont eu un frère qui euh, était une exception. Lui, à sa mort, il se souvenait de ses expériences passées, ce qui faisait de lui une forme de sage, une forme de sage qui traversait les époques. Et pour lui, c'était une forme de malédiction car il devait, il connaissait tout ce qui s'était passé et il s'ennuyait. À un certain niveau, après des millénaires, il ne découvrait plus rien et il avait cette soif-là de combler ce vide de connaissances, vu qu'il avait déjà, il avait une mémoire qui, disons, parfaite. Chaque fois qu'il découvrait, ça s'arrêtait là. Donc, il voulait pas que ça s'arrête, il voulait que ça continue. Voilà, bon, tout ça, c'est une parenthèse. Donc, en tout cas, parler de façon objective, c'est-à-dire la vue d'ensemble. Nous, on a tendance à vouloir reconnaître les objets des gens en leur attribuant une certaine identité. À partir de celle-ci, quand on se retrouve, vous allez bien voir. Aujourd'hui, si on arrive à reconnaître, par exemple, YouTube, c'est YouTube parce qu'on l'a identifié en tant que YouTube. Ce n'est pas YouTube qui a décidé d'être YouTube pour nous, c'est nous qui avons décidé que YouTube le soit pour nous. Je m'explique en clair. Les créateurs de YouTube, lorsqu'ils sont mis à créer YouTube, YouTube n'avait pas l'identité de YouTube. Ça avait juste une idée générale de comment YouTube allait fonctionner, jusqu'à lui attribuer un nom. Et nous, les consommateurs, si on veut parler de cette plateforme-là de streaming, de cette plateforme où il faut retrouver des vidéos, se faire de l'argent, et mon objectif aussi, bah, on a la rêve directe, c'est-à-dire on a directement associé tout le processus, le fonctionnement, le savoir-faire des ingénieurs en ce terme-là juste de YouTube. Ce que vous arrivez à voir, ce que j'essaie de vous faire comprendre. L'identité sans l'identité, c'est justement l'identité qui nous permet de dire que ceci est cela. Et ça dépend fortement de l'extérieur. Ça ne dépend pas du sujet lui-même, mais plutôt de comment il est perçu face à l'extérieur.
Ouais. Je vais aussi beaucoup parler de lui parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Voilà. Bon, je continuerai à faire un petit clin d'œil à Ego parce qu'en lisant sa vidéo, il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vous recommande aussi d'aller voir sa vidéo sur la façon dont il explique l'identité et tout. Alors, euh, on peut en reprendre un autre exemple sur un ordinateur. Vous voyez, je dis que cet ordinateur, c'est un PC. C'est un PC. Un PC HP. C'est HP. Moi, le modèle, je m'en fous un peu. Mais voilà, c'est un PC HP qui est mien. Donc, s'il s'agit de parler de ce PC-ci, il faudrait utiliser le bon identifiant. Sinon, on se perdre. On va finir par se perdre, excusez-moi. Et ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est toujours se retrouver, toujours être clair, précis, concis lorsqu'on parle. Tout l'identité. On doit savoir ce qui nous entoure, comment les manipuler. Et dites-moi comment arriver à ces fins si ce n'est par la reconnaissance. Disons que ceci et ceci, le mur est un mur pour le reconnaître. L'assiette est une assiette, c'est pour la reconnaître. Le PC, et ainsi de suite. Donc, cette notion d'identité vient pour briser les barrières du doute, pour savoir ce qu'il faut faire de ce qu'on a. Voilà. Il est plus restreint en termes de champ d'études. Donc, revenons à notre définition. C'est grâce à cette identification qu'on réussit à reconnaître ce qui nous entoure, à savoir ce qui est quoi, et ainsi de suite. Ça se dit aussi qui est quoi, quoi et quoi. Bon, ça, je ne sais pas. Je pourrais aller voir les notes. L'idée, c'est de savoir de quoi on parle ou qui en parle. Alors, sans identité, vous voyez bien que c'est difficile de se retrouver, d'avoir l'idée claire sur quelque chose et de pouvoir penser. L'idée même de penser devient assez turbulente. L'idée même de réfléchir devient oppressante, difficile à exercer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, comment l'aborder, comment ce qui se passe, comment donc parler la loi la loi d'identification s'il n'y a pas moyen d'identifier. Alors on comprend donc que la loi de l'identification est une loi primordiale qui passe au-dessus, je dirais, de tout, ce qui nous permet de principalement nous distinguer, en tout cas au langage, en termes de langage et de cognition, aux animaux, parce que nous avons cette tendance à identifier ceci ou cela. Notre identification ne s'arrête pas juste à créer des différences entre cet être, on dira en disant que cet être-ci ou bien cette chose-ci est plus grande, bah je m'en préoccupe pas. Non, pas du tout. Nous voulons savoir exactement ce que c'est. D'où nous tendons à identifier cela. Il y a certaines choses on ne découvre pas par hasard. On ne sait pas ce que c'est. On attribue un identifiant après la découverte. Je pourrais vous prendre d'innombrables exemples comme découverte de la radioactivité. Avant, on se disait que c'était des pierres lumineuses jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui font à ce que cette notion-là soit, cette chose-là ne soit pas qu'une pierre lumineuse. Déjà que c'était pas une pierre, c'était une substance que, une fois déposée quelque part, se mettait à briller. Et après, toujours derrière cette quête-là d'identifier, nous avons fini par lui trouver un nom qui lui colle bien, radioactivité. Et
Ah, aujourd'hui, on en parle, c'est comme si c'était tout à fait normal, alors que c'était un processus évolutif. Alors, ce n'est pas du tout à exclure. Regardez bien, une fois découvert, on se trouve dans l'obligation de donner un identifiant, une identité à cet objet là afin de poursuivre l'étude. Sinon, ça reste du non concret et difficile à continuer. Sinon, ça reste difficile à continuer à étudier et y penser. Toutefois, un être vivant, un humain, bien sûr, un être vivant, un être intelligent se trouve devant un objet non nommé et mais cet être humain-là a tendance à lui donner une identité, même si elle n'est pas normalisée. D'abord, elle essaie soit de faire un lien avec ce qu'il y a dans sa tête, une forme de jonction, dire ah, ceci ressemble à cela, donc je peux aussi l'appeler comme ceci, mais en précisant comme cela pour faire la différence. Pour identifier notre humain, les humains ont créé un code social qui est le nom. Voilà. Nous avons chacun un nom, un prénom, ainsi de suite. Tout ça dans le but de savoir qui est qui, toujours dans ce but-là. Alors, euh, nous allons aussi remarquer que ces noms-là sont souvent les mêmes. Donc, il y a plus de 9 millions d'années, si je ne me trompe pas. Il y a plus de 2 millions de gloires, en tout cas enregistrées dans les réseaux. Hein, dans les réseaux. Non, j'allais dire, il y a plus de 6 milliards, je pense. 6 milliards. Non, ça c'est faux. Ça doit être. Bon, c'est au-delà des millions, hein, plus de millions d'années. Bah, et aussi des millions de gloires dans le monde. Donc vous vous rendez compte, vous remarquez si on se contente de dire que celui-ci c'est Anna et c'est pour toujours, à ce moment on va se retrouver dans la confusion car il y en a plusieurs. C'est pour cela que au lieu de s'arrêter au nom, on finit par identifier, à ajouter au nom la morphologie qui est beaucoup unique. Donc il est vraiment ici de voir deux êtres humains différents ayant des morphologies identiques et aussi des noms. Ça, c'est du hasard vraiment assez difficile. Donc, vous remarquez par là que la notion d'identification ne s'arrête pas toujours à un seul paramètre. Nous pouvons y ajouter autant que nécessaire, juste à obtenir une, une sorte de singleton, une sorte, euh, une sorte de nomination, s'il faut dire ça comme ça, une sorte de reconnaissance unique. Voilà. Une fois qu'on a cette forme-là, tu t'appelles comme ceci. Ah ouais, cette forme-là s'appelle normalement Anna. Est-ce que cette forme s'appelle réellement Anna? Le sujet répond oui. À ce moment-là, oui, c'est bien Anna. Je suis en train de faire allusion en ignorant de facto tous les autres sujets. Vous allez remarquer que cette loi de l'association, cette loi importante de l'identification est une loi. Voilà. Excusez-moi pour la redondance. Donc, vous voyez, en mathématiques, les lois sont souvent euh, interprétées comme étant association. Voilà. Je veux dire, la loi de l'addition, bah, c'est le fait d'ajouter, d'associer à un nombre un autre nombre. Par exemple, si j'ajoute à 1, 2, bah, j'obtiens 3. J'ai appliqué la loi de l'addition à ces deux chiffres-là. Idem pour la multiplication et ainsi de suite. Donc, vous voyez que euh, à une identité, on a une identité, mais pour pouvoir obtenir cette identité, il y a aussi il y a une loi qui précède l'identité. Cette loi-là permet
justement d'obtenir l'identité. C'est par cette loi qu'on retrouve l'identité. Et vous allez remarquer que à partir de cette loi, nous pouvons utiliser des identités obtenues pour en faire d'autres. Je vais vous prendre l'exemple d'un ordinateur. Vous voyez, dans l'ordinateur, on a plusieurs composantes. Nous avons l'écran, le clavier, la souris, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on a au préalable identifié, donner des identifiants aux écrans, au clavier, aux souris, ainsi de suite, au pavé tactile. Et une fois qu'on associe tout cela, à ce moment, on appelle le tout de ça, toute cette association-là, l'ordinateur. Voilà. Et ça, c'est indiscutable. Il y a pas à dire que non, c'est pas un ordinateur parce que il y a ceci qui manque. Il faudra rajouter, je sais pas, une antenne, il faudra rajouter une carte SIM. Non, pas du tout, pas du tout. On a respecté le strict minimum pour que cela soit appelé ordinateur. Donc cela ne peut pas faire objet d'un débat. Voilà, une théorie simple liée aux mathématiques. Alors, si je les mélange, voilà, ça j'ai déjà parlé. Quand les deux, ok. Maintenant, à côté de cette loi de l'identification, il y a la normalisation, la standardisation. Vous allez voir que on identifie, oui, on dit que ceci est ceci. Mais si ça commence chez moi, par exemple, je dis que ceci, ce qui est devant moi là, c'est un mur, j'appelle ça un mur. Mais si je pars à la parcelle d'à côté, on dit que non, c'est pas un mur, c'est un cadran. À ce moment, la communication ne va pas passer, ce qui va entraîner un chaos sans nom. Alors pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait? On passe par la normalisation, on passe par la standardisation. Donc c'est assez difficile de se passer de la normalisation quand on parle de l'identification. L'idée générale, c'est quoi? Chaque objet qui existe est une certaine identité distinguable des autres. Et vous voyez bien que si il n'y a pas de norme, tout le monde se mettra à faire ce qu'il veut de ce qu'il voit, à identifier n'importe comment, et ça va créer un certain chaos. Il y aura un grand frein dans le partage de connaissances et des matériels. Ainsi de suite. Ok. Alors, nous voyons comment l'impact de notre quotidien dans ce qui est l'enseignement. Déjà, informaticien, en gros, c'est un peu comme dire que je suis matheux. Vous voyez comment tous les matheux ne sont pas forcément des géomètres et pas forcément des algébristes. Et les mots ne sont pas là. Donc, c'est juste que vous osez voir une certaine idée. Vous voyez bien que le fait de dire un matheux, ça ne me distingue pas de qui que ce soit. Donc je suis dans l'eau. À ce moment, il faudra associer soit un matheux de quoi, je suis algébriste, je suis statisticien, et ainsi de suite. Mais là, on va avoir un peu plus de détails. Vous voyez, vous allez remarquer qu'un ordinateur, comme ça, on l'appelle tout objet qui existe. On l'appelle ordinateur. Vous avez peut-être remarqué que l'écran lui-même n'est pas un objet primaire, un objet primordial, un objet vecteur, s'il faut dire ça. Il fait un objet du type 1. Il est un objet obtenu qui est l'association de... Je l'ai dit, voilà, il y a tout ce qu'il y a dans l'écran, la caméra, et ainsi de suite. C'est
difficile de se passer de l'identification lorsqu'on prend une touche, par exemple, M, on se contente, on, on se contente de toucher, de la toucher, ben, elle n'est pas la même que ses voisines. Ici, il y a le H, il y a le J, il y a le K, le L, ainsi de suite. Et vous voyez bien que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de dire que toutes les touches seront appelées juste touche M. À ce moment, on ne va se mettre à cliquer qu'une seule lettre et à quoi nous serviront des cartes aussi puissantes et ainsi de suite. Donc, donc en gros, le but, après toute cette nomination-là, le but c'est de savoir quoi taper, toujours en identifiant quelque chose. Donc, parfois, on confond l'identification et la reconnaissance. L'identification vient avant la reconnaissance. La reconnaissance aussi est une forme d'identification, mais elle est du type secondaire. Donc, il y a une sorte d'un. Voilà, on essaie d'une certaine façon d'interchanger les mots. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Nous allons prendre un dernier cas, un cas un peu plus critique. Imaginez un monde sans identité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce qui se trouve devant moi, ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon entourage autour de moi. Je ne peux tout simplement pas dire ce que c'est. Et même si j'essaie, il y a une loi qui a été supprimée du monde qui m'empêche totalement de dire quoi que ce soit. Alors je suis obligé de tout simplement accepter ce qui m'arrive pour enfin aller un peu plus de l'avant. Voilà. En gros, on ne fera jamais rien parce qu'on ne sait pas ce que l'on fait. Ce sera un vide total. Ce sera une absence de progression. Ce sera en gros un chaos, un désert total. C'est-à-dire un monde comme celui-là ne peut exister tout simplement parce que même les oiseaux, ceux qui ont peut-être des façons de connaître certains objectifs pour atteindre certains objectifs, par exemple, pour faire le nid, ils ne peuvent pas prendre la terre. Il faut nourrir les enfants. Ils ne peuvent pas prendre les feuilles. Vous voyez, un monde sans identifiant, c'est un monde sans être humain, sans existence. Et le fait même d'accepter des êtres vivants, des êtres c'est ipso facto accepter qu'il y ait de l'identification. De cette notion, on ne peut pas. Tant que cette notion ne peut pas être omise, cette notion ne peut pas être outrepassée. Nous devons vivre avec, nous devons l'accepter, l'appréhender afin de mieux en profiter. D'abord, nous n'avons pas d'effort à fournir parce qu'elle est en nous. Nous vivons avec elle au quotidien, on ne peut s'en passer. Voilà. C'était tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai pu aborder la même question que Ego a abordé de la façon subjective. De cette notion de l'identité, on ne peut pas être omise, elle est tout simplement acceptée parce qu'elle fait partie de nous. Le monde sans identité, c'est un monde où le rêve, le chaos et même le désordre et les problèmes liés à l'identité, il n'y a rien du tout qui peut marcher là. Donc même le chaos n'aurait plus à passer parce que pour savoir que quelque chose ne marche pas, il faudrait savoir quand il marche. Il faudrait savoir ce que ça fait lorsqu'il marche, comment ça marche. Il faudrait reconnaître que ça marche pour savoir que quelque chose marche dans ce monde. Donc vous voyez, c'est le monde
vous voyez que c'est un monde absent de toute substance, tout ordre, voilà. Et ainsi de suite. On peut parler un peu plus loin, excusez-moi, je devais partir il y a longtemps, 2 secondes. On peut aller un peu plus loin. Comme vous voyez même des réactions chimiques, si vous mélangez de l'hydrogène à l'oxygène, ainsi de suite, vous obtenez de l'eau. Et si vous prenez l'oxygène et l'azote, vous obtenez de l'eau azotée. Pourquoi? Parce que cette réaction identifiée par l'eau, c'est une réaction qui ne permet pas d'obtenir l'eau. Elle est différente parce qu'elle est constituée des identifiants, des identités différentes. C'est-à-dire, dans une certaine reconnaissance, il y a quelque part pour dire que ça, effectivement, c'est pas de l'hydrogène, c'est pas de l'oxygène. Et qu'on fait avec ça, on est censé obtenir ça parce que ça a été identifié par quelqu'un, par une forme d'intelligence. Vous voyez que même au niveau subatomique, cela peut être appréhendé. C'est l'une des plus primordiales qui soit une loi qui ne peut être outrepassée. Merci encore de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager afin de sortir, afin de se balader, afin d'aller un peu partout dans l'immensité de ce monde et de découvrir la façon dont les pensées se partagent. Merci.